Effectivement, en fait, quand on essaie d'analyser l'intervention de la Turquie, l'intervention militaire de la Turquie en Syrie, on peut dire effectivement qu'il y a des raisons, des motivations de politique intérieure et extérieure. Alors d'abord, j'aimerais expliquer très brièvement les motivations intérieures. Effectivement, pour Erdogan, l'objectif aussi, c'était aussi d'améliorer sa vision, son image, sa crédibilité, de rehausser le prestige de la Turquie et d'obtenir aussi une certaine idée de cohésion nationale, d'obtenir une cohésion nationale autour de la question de l'intervention de la Turquie en Syrie. Et c'était aussi un moyen pour lui d'affaiblir l'opposition, parce que l'opposition en Turquie, face à la question de l'intervention turque en Syrie, fait en fait qu'elle était obligée de s'aligner sur sa politique, parce que critiquer la politique d'Erdogan en Syrie, c'était aussi une façon pour elle de se discréditer, donc de ce fait, parce qu'il y a un vrai sentiment d'insécurité en Turquie, et de ce fait, pour l'opposition, critiquer la politique d'Erdogan, c'était aussi quelque part prendre le risque de s'affaiblir davantage politiquement, alors qu'elle est déjà assez faible. Donc, pour répondre directement à votre question, en fait, l'intervention en Turquie, de la Turquie en Syrie, au niveau de politique intérieure, ça a donné un certain prestige, une plus grande crédibilité, ça a renforcé Erdogan vis-à-vis de ses adversaires et ça a amélioré son image aussi vis-à-vis, aux yeux de sa propre opinion publique. Pour ce qui est des facteurs extérieurs, j'ai envie de dire qu'ils sont plus importants. Et ça, c'est quelque chose qu'en Occident, on a du mal à percevoir. C'est qu'en fait, en Turquie, depuis la crise syrienne, qui dure ça fait quand même depuis 8 ans, il y a un vrai sentiment de menace à cause du renforcement du Daesh et du PKK, qui a profité du chaos syrien pour se renforcer et pour devenir une vraie menace pour la Turquie. En tout cas, c'est perçu comme tel, c'est-à-dire une menace pour l'intégrité territoriale de la Turquie, pour la sécurité. Et de ce fait, pour la Turquie, intervenir, c'était aussi un moyen d'être respecté, d'avoir une plus grande respectabilité sur la scène régionale, de montrer qu'il était aussi capable de défendre ses intérêts, de défier l'Amérique, ça il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que les Américains ne voulaient pas qu'elle intervienne, la communauté internationale ne voulait pas qu'elle intervienne, donc là il y a aussi une idée de redorer le blason de la Turquie sur la scène régionale qui a poussé Erdogan à provoquer l'incursion, mais à la base, que ce soit au niveau politique intérieur et extérieur, il y a un sentiment d'insécurité et on a eu l'impression chez Erdogan qu'en intervenant militairement en Syrie, ils allaient régler une partie de cette question d'insécurité pour la Turquie. Depuis quelques années, on parle effectivement de l'accord de Adana pour apporter une solution au problème de sécurité que connaît la Turquie en Syrie. D'abord, je pense qu'il faut le replacer dans son contexte historique. Donc, vous le savez, depuis que la Turquie et la Syrie existent, les relations ont toujours été très compliquées, très difficiles. Pendant longtemps, la Syrie, qui avait un certain nombre de différends territoriaux, idéologiques, sur le partage des eaux de Tigre et de l'Euphrate, pour pouvoir répondre à ce défi, la Syrie avait soutenu militairement le PKK et d'autres mouvances terroristes, notamment à l'époque il y avait le Hasala, donc l'armée secrète arménienne de libération de l'Arménie. Donc de fait, en fait, la Syrie, le régime de Bachar, surtout son père, avait accueilli sur le territoire syrien Öcalan et aussi la mouvance terroriste du PKK dans la plaine de la Beka, qui était à l'époque sous contrôle syrien. Donc à partir de là, ils pouvaient s'armer pour mettre en difficulté la Turquie. Et ce qu'a fait la Turquie à un moment, pour mettre fin à ce soutien ouvert du régime de Damas vis-à-vis à ce soutien du PKK, ils ont menacé, et du coup il y a un accord qui a été conclu entre la Turquie et la Syrie, sous l'égide, avec la médiation de l'Égypte et de l'Iran, qui consistait en quelques points. D'abord, la Syrie s'est engagée à mettre fin à son soutien au PKK, Öcalan a été expulsé de Syrie, les camps d'entraînement ont été fermés, et la Turquie a eu le droit d'obtenir éventuellement le droit d'intervenir sur une bande territoriale de 5 km pour pourchasser, pour sécuriser la frontière en cas de besoin. Et grâce à ces pressions, en fait, assez rapidement, les relations sont améliorées à partir de 1998. Et 2003, ça a été une amélioration spectaculaire des relations entre la Turquie et la Syrie. Et ensuite, en 2011, quand la crise a éclaté en Syrie et que la Turquie, après avoir hésité un certain temps, est entrée dans le conflit syrien pour faire tomber Bachar, et à l'heure actuelle, avec l'implication, avec le
le fait que la Turquie est fortement impliquée dans la crise syrienne. Maintenant, pour sortir de cette situation, on ressort les accords d'Adana. Parce que la Turquie, vous le savez depuis quelques mois, elle réclame à corps et à cri une zone de sécurité en Syrie pour se protéger contre les accords de PKK, contre le soutien du PKK. Et de ce fait, on estime que l'accord de Adana pourrait être une nouvelle formule. Et là, le principal architecte de cette remise au goût du jour de l'accord de Adana, en fait, c'est Poutine. Parce que Poutine, il a intérêt à ce qu'il y ait une certaine réconciliation entre la Turquie et la Syrie. À mon avis, il ne va pas y arriver. Mais en tout cas, dans son esprit, à travers cet accord, l'idée, c'est d'obliger la Turquie à reconnaître la légitimité du régime de Bachar, alors que la Turquie ne le reconnaît pas à l'heure actuelle. Et c'est aussi pour lui un moyen de se poser en maître du jeu, en chef d'orchestre en quelque sorte. Et dans les mois à venir, je pense que cette question de l'accord de Adana va encore se poser, mais je ne suis pas certain que la Turquie acceptera cet accord d'Adana parce que ce que veut la Turquie, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire une zone de sécurité plus élargie, et non pas 5 km, mais beaucoup plus, 30 km. Et par ailleurs, la Turquie n'est pas encore en mesure, à l'heure actuelle, d'aller jusqu'à une normalisation de ses relations avec Bachar, parce que ce serait un discrédit, Erdogan perdrait la face. Donc je pense que ça va encore durer un certain nombre de mois ou d'années pour que la Turquie accepte un retour à la normale avec le régime de Bachar. Effectivement, depuis quelques années, vous savez qu'il y a à peu près 3,5 millions, peut-être même certains parlent de 4 millions de réfugiés syriens en Turquie, à cause de la guerre en Syrie. Il y en a beaucoup qui sont installés en Turquie. La Turquie a toujours une politique de porte ouverte vis-à-vis de ces réfugiés, parce qu'au départ, on pensait que la crise n'allait pas durer longtemps, qu'assez rapidement, ils allaient pouvoir rentrer chez eux. Or, la guerre en Syrie a duré longtemps, le régime tient bon. Avec l'intervention de l'Iran, de la Russie, finalement, il va se maintenir. Il y a des fortes chances, personnellement, je dis malheureusement, qu'il ressaisisse tout le contrôle sur tout le territoire syrien. Et de ce fait, la question des réfugiés syriens qu'au départ on croyait provisoire en Turquie, en fait, c'est pas provisoire. Il y a des fortes chances qu'ils restent. Donc du coup, maintenant, en Turquie, il y a un sentiment d'hostilité chez certaines parties des Turcs, une certaine partie de l'opinion turque pour dire que les réfugiés, ça fait beaucoup, on n'en peut plus, donc du coup, il faudrait qu'ils repartent. Mais je pense qu'Erdogan, il a su utiliser ce sentiment de plus en plus hostile de la population turque vis-à-vis des réfugiés pour en faire un instrument de politique étrangère. Et ça fait des mois, en fait, qu'il réclame, voire des années, qu'il réclame une zone de sécurité en Syrie. Ses partenaires occidentaux ne comprennent pas, ne voulaient pas en entendre parler. La Russie était au départ hostile, les États-Unis étaient fortement hostiles. Et en fait, on a le sentiment en fait que du coup, Erdogan, il avance l'argument suivant qui est que j'ai une population en Turquie qui ne peut plus accepter la présence de beaucoup de réfugiés syriens. Dans ces conditions-là, j'ai besoin d'avoir une zone de sécurité pour relocaliser certains réfugiés, pour pouvoir satisfaire ma population, sinon le pays va éclater, on ne peut pas tenir. Mais je pense que c'est une stratégie, c'est très bien en fait qu'au fond de lui-même, il ne va pas expulser les réfugiés syriens du jour au lendemain, c'est impossible, il ne peut pas, techniquement c'est pas possible, humainement c'est pas possible, mais pour lui c'est aussi un moyen de justifier le fait que la Turquie va entrer militairement en Syrie, et c'est ce qui s'est passé, et je pense que quelque part c'est un argument qui a pesé dans l'idée que beaucoup de pays, même s'ils n'étaient pas favorables à une intervention militaire de la Turquie, la question des réfugiés syriens a en quelque sorte servi aussi à accepter quelque chose qui auparavant était difficile à admettre pour eux. Donc au bout de quelques jours d'incursion militaire de la Turquie en Syrie, Poutine, comme c'était tout à fait prévisible, il s'est mobilisé pour trouver un deal, pour demander à ce que la Turquie stoppe, en tout cas provisoirement, son incursion. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Poutine se transforme en maître du jeu. Il a su convaincre la Turquie de ne pas aller plus loin dans l'incursion. Et en échange, la Syrie, la Russie va en quelque sorte
servir de médiateur, de maître du jeu. Là, on a vu un effacement des Occidentaux, et c'est la Russie qui a montré qu'elle était la vraie maîtresse du jeu syrien. Et dans les années à venir, je pense que là, on va avoir un renforcement des relations entre la Turquie et la Russie dans la question syrienne, et aussi probablement un renforcement indirectement de Bachar, parce qu'en fait, le fait que la Turquie soit entrée en Syrie, ça a permis à Poutine d'obtenir que les Kurdes se retrouvent une alliance avec le régime de Bachar, et de ce fait, c'est Bachar qui va être renforcé à nouveau, alors que depuis le début, on pensait que ça allait être le contraire, mais en fait, il ne fait que se renforcer. Je pense que, en tout cas pour ce qui est de la Syrie, il faut pas oublier une donnée fondamentale, c'est que la frontière, elle fait 900 km. La Turquie partage une frontière longue de 900 km avec la Syrie. De ce fait, c'est forcément un pays qui a son mot à dire. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est qu'en fait, dans toute la région, la première puissance économique, c'est la Turquie. Donc le jour où il y aura une reconstruction de la Syrie, c'est évident qu'il faudra passer par la Turquie, parce que c'est proche, c'est frontalier, ils ont des entreprises assez puissantes. Donc de ce fait, au niveau économique, je crois qu'il y aura une très forte prééminence de la Turquie, qui a toujours été depuis quelques décennies, et qui va continuer. Mais de là à croire que la Turquie va redevenir une puissance néo-ottomane, impériale, dominatrice pour contrôler toute la région, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que les règles du jeu international ont changé. La Turquie n'a pas les moyens de recréer son empire. Ça, je pense qu'il faut être assez clair là-dessus. Mais de fait, il y aura un certain poids, un soft power, une influence de la Turquie sur la région qui a toujours été et qui continuera. Et parce que c'est par rapport au reste du monde arabe au Moyen-Orient, c'est quand même le pays le plus industrialisé, le plus peuplé, le plus influent, la plus grande puissance militaire de la région. Donc de ce fait, effectivement, il y aura encore un rôle prééminent de la Turquie dans la région pour toutes les années à venir.